Tu as déjà vu un tribunal se moquer d'une fille, juste à cause de sa voix, comme si ses mots valaient et moins parce qu'il portait un accent du Sud. Mais ce n'étaient pas les mots qui les dérangeaient, c'était le fait qu'elle savait exactement ce qu'elle disait. Et quand le juge s'est enfin tu, tout le monde a compris qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. Elle s'appelait Céleste Vaughan, 16 ans à peine élevée dans le Lower Ninth Ward de Louisiane. Pas riche, pas formatée. Elle n'avait pas d'avocat. Elle avait un carnet froissé des impressions de loi et une rage silencieuse, celle qui grandit quand la justice évite ton quartier depuis toujours. Tout a commencé un après-midi où la chaleur collait encore au mur. Céleste descendait du bus scolaire, sac lourd, fiche d'exposé à la main, sourire aux lèvres grâce au A+, qu'elle venait de recevoir pour son devoir sur un procès fictif. Son petit frère Zion agitait un ballon de basket sur le porche, criait quelque chose sur le dîner jusqu'à ce que les sirènes débarquent. 2 policiers blancs, lents, déterminés. Pas une poursuite, non, juste ce genre d'approche calme, quand ils savent déjà qui ils sont venus chercher. Ils n'ont posé aucune question, ils ne lui ont même pas laissé poser son sac. Céleste Vaughan. « Oui, monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice. » Sa mère, encore en blouse d'infirmière, à peine sortie d'un service de 12 heures, hurla. Zion laissa tomber son ballon. Et Céleste, elle figea. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Elle demanda juste d'une voix douce « Pourquoi ?» Mais personne ne répondit. Pas au commissariat. Pas dans cette salle d'interrogatoire blanche au néon tremblotant. À la place, un homme entra, Maurice Kincaid, substitut du procureur, cheveux gominés, costume lisse, regard plein d'arrogance. « Tu te prends pour une avocate, hein? J'ai juste aidé un ami à écrire une lettre. Ce n'est pas un crime. Cet ami est suspect dans une affaire fédérale, lança-t-il le ton plus dur. Et maintenant, toi aussi. » Céleste le fixa sans détourner les yeux. Pas une once de peur dans sa voix. C'est ce que fait la vérité, monsieur. Elle complique les mensonges. Kincaid s'adossa à sa chaise. Un sourire encore. Ça peut s'arranger. Tu plaides coupable, tu fais quelques heures de service communautaire et personne ne s'en souviendra. Mais elle ne bougea pas. Au lieu de ça, elle sortit de son sac une vieille copie imprimée de Gideon contre Wainwright. Le 6e amendement me donne le droit à un avocat. Mais je peux aussi renoncer à ce droit et me représenter moi-même. Cette fois, Kincaid cligna des yeux. Juste une fois. Et son sourire disparut. Quand elle fut libérée sous caution, les rumeurs avaient déjà commencé. Tu sais qu'elle va aller jusqu'au procès. Elle croit qu'elle est intelligente. Et c'est quoi cet accent bizarre qu'elle a? Même ses profs l'ont prise à part. Chérie, tu es brillante. Mais le système, il n'est pas fait pour les filles, comme nous. Céleste se contentait de hocher la tête. Mais une fois chez elle, elle devenait autre. Alors que ses camarades allaient essayer leur robe de bal, elle téléchargeait des PDF de droit pénal. Alors que les tendances TikTok défilaient, elle lisait Louisiana contre Walters. Et pendant que tout le monde dormait, elle soulignait, annotait, apprenait. Pas pour survivre, mais pour gagner. Et ce tribunal, il ne l'attendait pas. Sol froid, écho métallique, néon trop blanc pour être honnête. Elle entra la tête haute, blazer d'école, repassait les perles de sa mère aux oreilles comme une déclaration silencieuse. Ses doigts tremblaient, mais ses yeux non. Le juge Roderick Stiles, un homme dans la soixantaine connu pour son ton sec et ses jugements rapides, la fixa par-dessus ses lunettes. « On m'a dit que vous avez refusé une défense légale. »« C'est vrai, oui, votre honneur. Et vous avez l'intention de vous défendre vous-même, c'est exact, monsieur. » Il y eut une pause, puis ce petit rictus. « D'où venez-vous, mademoiselle? J'ai un peu de mal à comprendre votre dialecte. » Un rire s'éleva dans la salle. Pas fort, mais suffisamment blessant. Un juré sourit. Le greffier hésita. Et là, une voix discrète se leva au fond. « Objection, votre honneur. C'était Maya Chen, une stagiaire en droit chargée de transcrire les audiences. Elle répond clairement. Son accent ne devrait pas être remis en cause. » Le juge se retourna froid. « Mademoiselle Chen, ce n'est pas à vous de parler ici. » Un silence lourd. Maya baissa les yeux. Sa main se crispa sur son stylo, et elle se rassit doucement, le regard fuyant. Céleste, elle la regarda. Juste un instant, et dans leurs yeux, un échange silencieux. Une forme de pardon mêlée de douleur. Mais le public, lui, il n'était pas de son côté. Certains chuchotaient, d'autres se moquaient, encore une gamine qui joue les victimes. Quel gaspillage de temps. Ils avaient choisi leur camp, jusqu'à ce qu'elle parle. « Bonjour, dit Céleste en se tournant vers les jurés. Je m'appelle Céleste Vaughan, j'ai 16 ans, je viens du Lower Ninth. Et quand ce procès sera fini, vous comprendrez chaque mot que je dis. Tu crois que c'était fini? Pas du tout. Demain, on entre dans la vraie bataille. Quand elle retourne à la barre, non pas pour se défendre, mais pour faire tomber chaque mensonge.
Et crois-moi, ça ne va pas se faire en silence. Le lendemain, Céleste Vaughan ne revint pas pour négocier. Elle revint pour déchirer le voile, pour forcer la vérité à entrer même si elle brûlait tout sur son passage. Elle était là avant que les néons ne s'allument, avant que les portes du tribunal ne s'ouvrent. Cheveux tirés en chignon manche, relevait ce même carnet plaqué contre sa poitrine, comme un bouclier transmis par les générations passées. Quand le juge entra, froid, rigide lèvres, encore plus pincées que la veille, Céleste ne baissa pas les yeux. Elle le fixa, comme si elle n'avait pas passé la nuit à dormir, mais à affûter chaque mot. Le procureur Maurice Kincaid fit son entrée toujours en costume bien repassé, tenant une grande chemise cartonnée. Il avait encore ce sourire en coin, celui des hommes persuadés que tout leur appartient. Mais ses yeux, eux, ils trahirent quelque chose. Pas de la peur, non. Plutôt un malaise habillé en arrogance, car il savait. Elle l'avait déstabilisé hier, et aujourd'hui, elle allait le renverser. Le premier témoin appelé fut l'officier Harding, celui qui l'avait menotté sans explication. « Miss Vaughan a rédigé un document qui a perturbé notre enquête, dit-il, ton neutre visage fermé. Elle a tenté de s'ingérer. Céleste se leva avant qu'il n'ait fini. Objection, votre honneur. Supposition. Ce ne sont pas des faits. » Le juge haussa un sourcil, mais ne la coupa pas. « Procédez, Miss Vaughan. » Elle s'avança, feuille à la main. Voici une vidéo de surveillance au Rodaté à 14h45. À cette heure-là, j'étais encore en classe. L'officier Harding n'était pas là quand M. De Marcus a déposé cette plainte. Donc, à moins qu'il ne sache lire dans les pensées, il ne fait que deviner. Et la loi, sauf erreur de ma part, ne condamne pas une enfant sur des devinettes. Un silence de choc, des murmures, quelques rires étouffés. Un juré, celui qui avait ri hier, se pencha cette fois l'air concentré. Céleste regarda le public. Sa voix restait calme, mais ses mains tremblaient, presque imperceptiblement. Hier, cette salle a ri de ma voix, de mon accent, de mes origines. Mais personne n'a ri du droit. Et c'est tout ce que j'ai apporté avec moi. Maurice Kincaid lui semblait raide, le visage tendu, les doigts serrés sur son dossier. Il se retourna vivement et annonça son témoin surprise, Madame Evelyne Dupont, ancienne directrice du collège de Céleste. Talons claquants, tailleur strict, sourire crispé, elle monta à la barre comme on pose un piège. Elle était provocante, dit-elle, toujours à contester l'autorité. Elle n'écoutait que ce qui lui convenait. Céleste laissa parler. Elle ne l'interrompit pas. Elle attendait. Quand vint son tour, elle s'avança, doucement, sans papier, sans geste brusque. Madame Dupont, vous vous souvenez de l'essai que j'ai rédigé sur les violences policières? Sur Tamir Rice Breonna Taylor, le regard de Dupont devint flou. Je ne me souviens pas de tous les devoirs. Vous m'avez mis un D et vous avez écrit trop émotionnel, pas assez objectif. Elle se tourna vers le jury. Tout ce que j'ai jamais dérangé, c'est le confort. Le confort des adultes qui préfèrent ne pas entendre ce que leurs élèves vivent tous les jours. Et là, quelque chose a changé. Maya la greffière serra les dents. Des larmes brillèrent dans ses yeux, mais elle continua d'écrire. Même le garde qui avait rigolé la veille se tenait droit, regard baissé. Et ceux qui s'étaient moqués hier, certains rougirent, d'autres se tortillèrent sur leur siège. Un homme, celui qui avait dit gaspillage d'argent, se leva et partit. Parce que la honte hurle plus fort quand la vérité remplit la pièce. Puis arriva le coup final. Céleste se leva pour sa plaidoirie, attrapa une chaise, l'installa juste devant le jury et s'y assit. Elle ne parla pas tout de suite. Elle les regarda, un par un, silencieusement, ses yeux cernés, son dos droit, ses épaules tendues, la chaise. C'était le même modèle que celle sur laquelle elle avait été menottée. « C'est ici que j'étais, dit-elle enfin, juste rentrée de l'école, mon sac encore sur le dos, et on m'a dit que j'étais une criminelle. » Elle marqua une pause, ses doigts tremblaient, son souffle s'accélérait, puis elle se leva, lentement, et elle continua. « Ils m'ont appelée arrogante. Mais ce n'est pas de l'arrogance que de refuser de se taire. Ils m'ont dit que j'étais dangereuse. Mais le seul danger, c'est d'avoir osé parler. » Elle se tourna vers le juge Styles, et son regard à lui maintenant était fuyant. « Si je suis ici simplement parce que j'ai élevé la voix, alors ce n'est pas moi que vous jugez aujourd'hui, c'est vous-même. » Silence. Un silence pur, glacial, sacré. Même Kincaid ne leva pas les yeux. Parce qu'une vérité dite sans haine, sans colère, mais avec une clarté implacable, ça ne fait pas écho, ça reste, ça tâche. Dehors, les chaînes d'infos s'étaient installées, les hashtags explosaient. Your let her speak, yachon justice pour Céleste. Le maire se disait profondément préoccupé. Le chef de police annonçait une enquête, 2 heures trop tard. Mais dans ce tribunal, figé comme un monument, le verdict tomba.
Nous, membres du jury, déclarons l'accusé non coupable. Céleste étouffa un souffle. Ses genoux fléchirent, mais sa mère la rattrapa. Comme toujours. Tu l'as fait, murmura sa maman, la voix cassée. Céleste hocha la tête, tremblante, les larmes silencieuses. De l'autre côté, Maurice Kincaid était resté debout, le regard vide, les mains figées sur sa mallette. Pas un mot, pas une excuse, pas un regard, juste l'échec nu d'un homme qui avait perdu face à celle qu'il croyait insignifiante. Pas de remords, juste de la rancune. Il sortit, sans se retourner. Céleste, elle s'approcha du micro, les caméras allumées, les téléphones brandis. Elle ne posa pas, elle ne sourit pas. Elle dit simplement « Ce procès, ce n'était pas que pour moi. C'était pour tous les élèves à qui on dit de changer leur voix, pour toutes les filles qu'on veut faire taire, pour tous les quartiers qu'on traite comme invisibles. Aujourd'hui, j'espère qu'on nous a enfin vus. » Puis elle quitta la salle droite, forte entière. « Tu penses que c'était fini ?» 1 heure plus tard, sur les marches du tribunal, l'officier Harding s'approcha. Sans uniforme, regard hésitant. « J'avais tort, dit-il. Je ne t'ai pas vu avant aujourd'hui. » Céleste le fixa, ses lèvres frémirent. Elle répondit « Tu ne m'as pas vu parce que tu n'as jamais regardé. » Et elle tourna les talons, disparut dans la foule. « Alors dis-moi, la justice a-t-elle vraiment gagné ou est-ce juste une fille brillante qui a réussi à s'en sortir? Et la prochaine, celle qu'on n'écoutera pas, à vous de dire qui avait raison, qui avait tort, laissez vos avis en commentaire. Et si vous croyez que ce genre d'histoire mérite d'être entendu, likez, partagez, abonnez-vous.